Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette émission Regard sur le passé. Regard sur le passé, c'est une émission qui nous permet, effectivement comme le dit l'intitulé, de jeter un coup d'œil pour comprendre ce qu'a été hier, afin d'améliorer aujourd'hui et envisager un demain beaucoup plus meilleur qu'hier. En fait, c'est ça ce que nous essayons de faire. Et pour ça, il faut faire un effort pour avoir exactement des éléments d'hier que l'on puisse améliorer aujourd'hui pour envisager les meilleurs. Pour aujourd'hui, nous avons fait recours à une illustre personnalité. Il s'agit de l'honorable Bobo Liko. Il est ici avec nous. À votre nom, à notre nom, nous tous ici, nous les saluons. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci, honorable, pour avoir accepté notre invitation. Pour la petite présentation qu'on puisse faire en direct, nous signalons aux téléspectateurs que vous avez été syndicaliste. Juste après vos études en Belgique, vous êtes rentré au pays en tant que syndicaliste. Tant que tel, vous avez mis sur pied le syndicat où vous avez été vous-même président, c'est le syndicat national des chrétiens. Et à partir de ce syndicat, vous avez eu l'ouverture pour la création de la société civile. Je crois que c'est à partir de la société civile que vous avez aussi participé à la constitution de Loulouabou. Tout à fait. Et vous avez aussi été secrétaire général, le tout premier de l'INTC. Là, on parle déjà de la mise en commun des syndicats. À l'unification du mouvement syndical. Du mouvement syndicaliste. Exact. Vous avez été député et aussi président de cette Assemblée nationale que vous avez dirigée de 1970 en 1979. C'est ça. Vous étiez aussi premier commissaire d'État qu'on appellerait aujourd'hui Premier ministre. Vous avez assumé des hautes fonctions dans ce pays. Vous êtes président du PDC, qui est toujours un parti démocrate chrétien, et aujourd'hui vous êtes sénateur. Voilà en quelques mots ce que je puisse dire pour votre présentation. Je sais que chacun de nous aura autre chose à ajouter par rapport à ça, mais du moins vous vous êtes retrouvés à partir de cette petite présentation tant soit peu, puisque vous savez, c'est pas aussi aisé de présenter des illustres personnalités qui ont surtout un passé beaucoup plus long, géant, c'est difficile de tout creuser. Mais aujourd'hui, honorable, nous vous recevons ici pour un cas pas forcément politique, mais socio-culturel. Nous voulons parler du kimbanguisme en général et particulièrement du fils de Papa Simo Kimbangu. Nous l'avons dit et nous ne cessons de le dire que pour envisager un avenir meilleur, il faudrait des repères. Si la jeunesse se retrouve sans repères, il est difficile à cette jeunesse d'évoluer de mieux en mieux. Ainsi, pour les repères, nous avons proposé les fils de Papa Simo Kimbangu. Mais est-ce qu'on les connaît à fond? Si les Kimbanguistes eux-mêmes arrivent aussi à ignorer quelque peu ce qu'ils ont été, et surtout leur parcours en dehors des exercices de leurs fonctions spirituelles, et là nous devons faire recours à vous. Avec tout ce que vous avez eu à assumer dans ces pays, on s'est dit, vous avez eu à approcher d'une ou d'autre manière les Kimbanguismes et aussi ces fils-là. C'est pourquoi nous avons choisi, à travers vous, un nom kimbanguiste. Vous pouvez bien nous compléter les éléments que nous avons sur le plan religieux. Ainsi, la première question serait celle de savoir à quel moment avez-vous connu le kimbanguisme, comment l'avez-vous approché et quelles sont les premières appréciations de ces mouvements à l'époque que vous avez connus pour finir avec l'église kimbanguiste. Eh bien, je crois que merci beaucoup d'abord pour cette confiance que vous me faites pour participer quelque peu à l'histoire du mouvement kimbanguisme dans ce pays, par bien sûr un peu ce que j'en sais, et par surtout le contact que j'ai eu pendant longtemps avec un de ses fils, en l'occurrence Papa Charles Kisoloke, je crois que nous allons en parler tout à l'heure. Donc je vous remercie pour cela. Et sur le plan historique, ce que je pourrais vous dire en tant que fils de ce pays, c'est que j'ai connu le kimbanguisme vers 1945-46. J'étais encore tout jeune. J'étais à l'école primaire au Bandundu, dans la province, enfin dans le district de Maïndombe, qui s'appelait à l'époque Lac-Léopold II. J'étais à l'école primaire dans un internat de la mission catholique de Koutou. Et c'était l'époque 45-46, l'époque où on faisait la relégation des kimbanguistes venant de Kinshasa vers Oshwe. Oshwe, c'est un territoire voisin au territoire de Koutou, dans le district de Maïndombe. Et pour aller à Oshwe, ces gens passaient nécessairement par Koutou, où le bateau faisait escale. Et nous, jeunes élèves de l'école primaire, quand le bateau arrivait, on descendait très souvent au beach pour voir les passagers qui venaient de Kinshasa. Et à ce moment-là, ce n'étaient plus des passagers ordinaires, mais c'était des kimbanguistes
qu'on arrêtait dans le Bas-Congo à Kinshasa et qu'on envoyait en relégation à Oshwe. Alors, ces gens arrivaient dans des barges entassées dans les cales. Cales, vous savez, les barges, il y a les cales. Donc, quand il y a cales, il y a aussi des couvertures qu'on appelle... les cales s'appellent Nkobe en lingala, ça vous le savez. Alors, le Nkobe en général, c'est fermé. Et quand on ferme le Nkobe, vous comprenez très bien qu'il y a un problème parce que les barges sont en fer et quand il fait chaud, ça chauffe là autrement. C'est presque une chaleur d'enfer qui existe là-bas. Et ces gens étaient entassés là-bas, enfermés dans les cales. Et quand ils arrivaient au beach, nous on entendait chanter les gens qui chantaient, mais on ne les voyait pas parce qu'ils étaient enfermés dans les cales. Et comme tout jeune enfant, à un moment donné, nous on criait, dire Fungola Bango, Kobe Pova Djouamo Pepe, parce qu'on savait que c'était des êtres humains, et tel qu'ils criaient là-bas, c'est qu'ils avaient chaud. Et très souvent, comme les jeunes gens aussi, l'autorité coloniale nous écoutait, et on ouvrait les cales, et ces gens sortaient un peu pour avoir l'air libre, mais toujours en chantant. Et c'est comme ça que, dans la jeunesse de l'époque, nous avons connu les Kimbangi comme des gens qui, malgré les conditions difficiles qu'ils ont, même quand ils sont en difficulté, c'était des gens qui ne faisaient que chanter. Ils continuaient à glorifier Dieu, à chanter. C'est ça. Ils étaient pacifiques. Nous, on disait chanter parce que, bon, glorifier Dieu, là, on ne l'avait pas en tête. Oui. Et d'autant plus que, à l'époque, bon, vous voyez, surtout dans l'église où je suis, le catholicisme, c'était une église qui était en vogue. Et toutes les autres églises, on les considérait un peu comme des églises un peu de seconde zone. Donc on ne pouvait pas penser qu'eux aussi glorifiaient Dieu. Donc on disait, malgré les fruits, ils chantaient simplement. Or, comme vous le dites maintenant que je suis grand, je sais, ces chants, c'était donc les chants qu'ils dédiaient à Dieu pour le glorifier. Malgré donc les malheurs qui étaient les leurs pendant ce voyage-là. Là, on est à l'époque coloniale déjà, 40-45. Vous avez vécu cette réalité, une autre version du kimbanguisme. C'était les tout premiers contacts. Mais plus vous avancez en âge, plus vous assumez des responsabilités, plus les horizons s'ouvrent. Avez-vous encore approché le kimbanguisme d'une autre manière? Eh bien, je vous ai parlé de 45-46. Mais tout de suite, presque après, en 47, je suis descendu à Kinshasa. Et à Kinshasa, où j'ai terminé mes études primaires, puis j'ai fait aussi mes études moyennes, toujours à Kinshasa, que j'ai terminé en 1955. Bon, à Kinshasa, bien entendu, les Kimbangis existaient, on parlait de Kimbangis, mais c'était toujours à distance. Et après mes études moyennes, j'étais parmi la trentaine de privilégiés, il faut le dire, parce qu'il était interdit aux Congolais d'aller étudier en Belgique avant l'indépendance, mais j'ai été parmi l'exception qui existait. Donc je suis allé étudier en 1955, je suis allé faire mon école sociale de 3 ans en Belgique, que j'ai terminé en 1958, et je suis rentré au pays, mais rentré au pays avec les études sociales que j'avais fait, je me suis engagé dans les syndicats. Et à l'époque, les syndicats, c'était comme en Belgique, donc il y avait le syndicat chrétien, le syndicat socialiste, le syndicat libéral, le syndicat communiste. Nous avions les mêmes tendances des syndicats qu'en Belgique. Bon, moi, évidemment, j'étais dans une école sociale catholique là-bas, donc c'est dans le syndicat chrétien que je me suis engagé ici. Et alors, j'ai travaillé au syndicat. Bien sûr, après un certain temps, bon, le syndicat m'a fait connaître presque dans tout le pays. Vous savez, le syndicat, on est très dynamique. On fait des bruits. On fait des grèves, justifiées d'ailleurs, hein, des grèves et tout cela. J'étais arrêté plusieurs fois, mis en prison et tout. Alors, tout cela, évidemment, m'a fait connaître dans tout le pays et également m'a fait participer comme représentant des travailleurs à tous les mouvements, à toutes les grandes réunions qui se faisaient pour le pays. Et c'est ainsi qu'en 1964, je me trouverai dans une grande réunion qu'on avait convoquée à l'époque pour la constitution de notre pays, réunion qu'on a appelée la Commission constitutionnelle de Loulouabourg. Alors là, comme représentant des travailleurs de mon syndicat, je me suis retrouvé avec tous les autres syndicats, avec les collectivités locales, avec les représentants des églises. Et alors, c'est alors que, enfin, pour moi, c'était la première fois où, dans une grande réunion, on a trouvé que dans les églises, il y avait l'église catholique, l'église protestante et l'église kimbangiste. C'est un peu la première fois que vous avez officiellement en face de vous l'église kimbangiste. Voilà. Alors, il se fait que tous ceux qui viennent d'être cités, nous nous sommes trouvés en face des délégués du gouvernement central de Kinshasa et des délégués des gouvernements provinciaux.
Alors, donc, il y avait d'un côté nous autres et de l'autre côté les autres. Alors, nous, qui n'étions pas des pouvoirs du pays, on a eu l'idée de se mettre ensemble. Et nous avons, donc, c'est comme ça que nous sommes un peu à la base de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. Parce que nous, syndicats, les églises, les confessions religieuses et les collectivités locales, nous nous sommes mis ensemble pour défendre le point de vue, un point de vue qui n'était pas celui du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Donc c'est ainsi qu'a commencé, si vous voulez, un peu la société civile. Et moi, personnellement, tout jeune syndicaliste aussi, j'étais désigné porte-parole de cette société. C'est en qualité de ma qualité de porte-parole que j'ai noué des relations, mais alors étroites, avec l'Église catholique, qui était représentée par le cardinal Malou, enfin Monseigneur Maloul à l'époque. L'Église protestante, c'était le révérend Chaomba, et l'Église Kimbangi, c'était par leur secrétaire général, qui était un jeune aussi comme moi, qui était l'Otandil à l'époque. Donc j'ai eu des relations avec eux, et c'est la première fois aussi pour moi que j'ai vu que l'église Kimbangi, c'est alors était aussi une église chrétienne comme les deux autres. Donc c'était important, et à partir de ce moment, j'ai considéré l'église Kimbangis comme les autres églises. Oui, là, la vision change. Vous avez l'église Kimbangis que vous avez connue en 45-46, Voilà. enfin encore. Et aujourd'hui, vous êtes en face d'une autre église Kimbangis. Et vous vous êtes rappelé de ce qu'a été cette église, ce que vous avez vécu et comment vous avez réagi de voir qu'après toutes ces souffrances, aujourd'hui, on est devenu, donc l'église elle est devenue officielle et vous avez un délégué du Kimbangis en face de vous. Eh bien justement là, vous me poussez à vous dire ce que j'avais dit en 2004 à Mbanzangungu quand je parlais, enfin j'étais à une réunion politique et j'avais félicité les gens de ce coin-là pour leur dire, vous voyez par exemple nos amis Kimbangis, moi je les ai vus quand j'étais jeune, qui venaient dans la souffrance, que malgré tout cela, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'église Kimbangis à cause des tout premiers fidèles qui n'ont pas reculé devant les souffrances. Ils savaient que l'église devait exister dans ce pays parce que la voie qu'ils avaient suivie était bonne. Et ils ont tenu bon jusqu'au moment où maintenant, donc nous parlons, quand je vois ici à Mbanzangungu, un peu dans l'ensemble du pays, même à l'extérieur du pays, mais je me rappelle toujours les premiers que j'avais vus dans les cales des bateaux, qui ont souffert, mais qui avaient tenu bon. Et c'est grâce à eux que cette église existe. Et je voudrais que même les responsables de l'église Kimbangi tiennent compte des souffrances de ces gens pour vraiment garder cette église dans la ligne où son fondateur l'avait placé. Honorable, on évolue. Nous avons maintenant l'idée de votre rapport avec le kimbanguisme, de la façon dont vous êtes entré en contact avec cette église. Mais au-delà de tout ça, avez-vous approché l'un des fils, vous l'avez souligné tantôt, Papa Charles Kisoloke, un des fils, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Est-ce qu'on peut savoir dans quelles circonstances vous l'avez connu? Eh bien, vous voyez, tout jeune, il y a eu ce que je viens de vous dire. Plus tard, à Luluabour, il y a eu ce contact avec l'église, mais il restait toujours, puisque le fondateur, à l'époque, il existait encore. Hein? Non, attendez. Non, ça, il était mort. Il est mort en 51. Oui, non, là, il était déjà mort. Mais il y avait cette... Est-ce que, comme lui, on ne l'a pas connu, mais est-ce que un jour, on sera à côté d'une personne qui le connaît vraiment? Eh bien, l'occasion m'a été donnée d'entrer en contact avec un de ses fils. C'était le fils aîné, je crois, oui, Charles Kisoloke, qui est le papa Charles Kisoloke. Je l'ai connu comment? Eh bien, toujours syndicaliste. Hein? J'étais à la tête du syndicat chrétien à l'époque. Et lui était ministre du Travail. Or, vous savez que le ministre du Travail et les syndicats ont toujours eu des rapports très serrés. Et même un peu parfois durs, des rapports durs. Et lui, ministre du Travail, et moi, j'étais chef du syndicat, qui était le syndicat le plus important à l'époque. Parce que là aussi, on faisait des élections dans l'ensemble du pays et nous venions en tête. C'était aussi le syndicat à l'époque qui était le plus critique vis-à-vis du pouvoir. Donc, le ministre du Travail, je pouvais s'attendre à ce qu'il soit bousculé par l'action du syndicat. Donc, ça, c'était une première fois. Et plus tard encore, nous nous sommes retrouvés, quand lui était directeur général de l'INPP,
Et moi, comme toujours syndicaliste, parce que l'INPP, c'est un organisme qu'on avait créé pour la préparation professionnelle, on avait associé les syndicats aussi. Et moi, je me suis trouvé président du conseil d'administration. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vois que les présidents du conseil ils ont des bureaux et tout ça. Mais de notre temps, le président du conseil d'administration, comme les administrateurs, venait seulement pour les réunions, convoquées par le directeur général. Donc, on avait ces rapports-là, mais n'empêche que j'étais son président. Donc, nous avons eu donc le rapport en 2 temps, comme ministre du Travail et ensuite comme directeur général de l'INPP. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que lui comme ministre et moi comme chef du syndicat, nous n'avons jamais, et nos rapports ont toujours été les plus cordiaux et les plus confiants. Et également à l'INPP, entre lui et moi, tout s'est passé comme si rien n'était. Donc il n'y a jamais eu d'antagonisme ou quoi que ce soit. Mais honorable, permettez, est-ce que c'est par compassion avec les kimbanguismes que vous avez vu souffrir ou bien au fait c'était... Pas du tout, parce que comme ça je vous le dis, à l'époque j'étais quand même un syndicaliste de renom, pas par démagogie ou quoi, mais par le travail qu'on faisait. J'étais dur, ça je dois vous l'avouer, très dur envers les pouvoirs. Donc je ne pouvais pas ménager qui que ce soit parce qu'il est ceci et cela. Pour moi, ce qui comptait, c'est le travail qu'il faisait. Or, il se fait que, pour lui, et ça, je le témoigne, je suis venu, si j'ai dit que j'accepte de témoigner, c'est parce qu'avec ce ministre-là, eh bien, il était un ministre très bon. C'est un homme qui inspirait la bonté. Ça, je peux vous le dire. Vous pouvez venir fâché, vous pouvez venir avec des positions fortes, etc. et tout, mais quand vous arrivez chez lui, il vous ramenait et il vous mettait d'accord, il nous mettait d'accord pour voir les problèmes un peu autrement. Et donc, il était naturellement bon. Ça, je peux le dire. Et croyez-moi, je ne flatte pas. Je n'ai jamais flatté, même dans tout ce que j'ai été. Le président Mobutu le sait, n'importe qui le sait. Parmi les dirigeants, j'étais un de ceux qui ne flattait jamais. Alors, pour Papa Charles Kidron, il avait la bonté, puis il avait aussi la sagesse. C'était un sage. Un sage et un homme humble. L'humilité chez lui, parce que vous comprenez tout de même à l'époque, un fils de Papa Simon Kimbangu, c'était une personne, rien d'être fils, c'était déjà une personne. Mais lui, il jouait effacé. Évidemment, il y avait son frère qui avait les charges de l'église. Je l'ai connu celui-là, mais quand même dans les manifestations officielles, etc. Tandis qu'avec Papa Gisoloke, si je parle de lui comme ça, c'est ce que personnellement j'ai vécu avec lui dans nos rapports. Et il était abordable à tout moment. Moi, j'allais chez lui à la maison, j'allais chez lui à la maison à n'importe quel moment. En tout cas, on ne m'a jamais à la porte. On ne pouvait pas vous jamais. Non, pas du tout, parce que l'homme lui-même et puis le syndicat sait que les positions que nous avions, nous les avons toujours maintenues. Il n'y a jamais eu de changement en quoi que ce soit. Mais il savait très bien que l'autre étant ouvert à tout, il y avait des discussions et on arrivait à des compromis. Et on n'a jamais eu de compromission. Et comme il était bon, là c'est encore un problème personnel, moi j'ai dit que c'est quelqu'un quand même qu'il fallait continuer à côtoyer, parce qu'il était sensible à l'intérêt général. La difficulté même maintenant c'est quoi? C'est que vous avez affaire à des gens qui sont préoccupés par leur propre intérêt, oubliant l'intérêt. Donc l'amour du prochain que nous enseignent les religions et tout cela et tout, beaucoup ne l'appliquent pas. Mais lui appliquait cela. Et c'est cela qui fait que vraiment, personnellement, je l'ai côtoyé, j'aimais à le côtoyer, et je ne vous cache pas que parmi les modèles des hommes, parce que vous avez parlé de modèles au début là-bas, eh bien lui c'était un modèle à moi, des gens, les hommes âgés que nous avions dans le pays et que j'ai pris comme modèle par sa simplicité. Surtout que, comme syndicaliste chrétien, je voulais quand même incarner un certain nombre de vertus que lui avait. Et pour les avoir, il fallait le côtoyer davantage. Et c'est ce qui était fait. Donc, pour lui, en tout cas, je peux vous dire que comme fils de Papa Simon Kimbangu, il en était digne. Ça, c'est un avis personnel que je donne. Et je crois que ceux qui l'ont connu aussi peuvent dire cela.
Honorable, vous revenez de la Belgique où vous avez étudié. C'est ça. Vous revenez au pays. Vous avez du moins ces tics-là belges encore en vous. C'est par moment, quand on est bousculé, on se souvient que non, il est de chez nous, il vient de chez nous. Et on apaise un peu, on atténue un peu. Mais de l'autre côté, vous avez un Papa Kisolo Kele. Relégué déjà à l'âge de 7 ans, bien qu'à la colonie scolaire de Boma, mais pas comme un élève ordinaire. C'est en quelque peu un prisonnier, des Belges. Ah bon? Et il se retrouve en face d'un fils choyé des Belges. Comment arriviez-vous à vous mettre d'accord sur ça? Non, je vous dis, quand quelqu'un est bon, quand quelqu'un a l'amour du prochain, eh ben, les relations peuvent se nouer très facilement. Et ça, c'est ce qu'il faut. Parce qu'avec les autres, ce n'était pas le cas. Avec les autres, nous, on venait toujours, on élevait le ton. Hein? Mais quand lui élevait le ton, et lui voulait montrer qu'il est plus que nous, puisqu'un ministre est supérieur à nous. L'autre, c'est vous venez vous crier, lui, il baisse la voix. Et vous êtes obligé de le suivre au niveau où les choses peuvent se discuter sans passion. Donc, pour lui, c'était ça. C'était ça, donc, moi, ce que je crois qu'il faut souligner, c'est que, contrairement à pas mal de dirigeants, ça, c'était un homme qui faisait ce que, dans mon parti, nous appelons le pouvoir-service. C'est-à-dire un pouvoir qui sert, qui est au service du peuple, plutôt que le contraire. Et vous vous rappelez, nous étions tous dans le MPR, je crois que vous étiez aussi dans le MPR. Et le slogan là-bas était, et qui était dans le ventre. Non, il était juste dans l'MPR. Alors, c'était quoi? Mais lui, donc, le MPR disait, MPR égale servir. Se servir, non. Mais vous savez que dans la réalité, les gens se servaient plutôt que de servir. Et c'est comme ça que pour celui-là, pour Papa Charles Kisolo Kele, et c'est la ligne de conduite personnellement que je suis et que mon parti suit aussi, c'est d'arriver à un pouvoir service, c'est-à-dire d'avoir des dirigeants qui sont là pour servir et non pas pour se servir. Et lui, il est parmi ces gens-là qui ont montré pendant tout son pouvoir. En tout cas, je n'ai pas vu les gens crier, dire qu'il a fait des bêtises ou de ceci et ça. En tout cas, je n'ai pas connaissance de cela. Au contraire, il n'y avait que des éloges parce que c'était un homme bon, abordable et sensible à l'intérêt général. Restons dans vos rapports, honorables. Avait-il évoqué quelque part sa position face à la Belgique? Comment il réagissait tout en sachant que les Belges ont fait ce qu'ils ont fait, même par moments injustement? Ouais. Comment il réagissait quand je crois que pour peu qu'on ait abordé cette question-là, je crois qu'en discutant, lui savait que je venais de la Belgique. Il est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu près des Belges. Pas tous les Belges, parce que moi, mes études, ce sont les travailleurs belges qui les avaient. J'ai un penchant pour les travailleurs belges. Ceux-là ont beaucoup aidé, avec le syndicat qui nous ont amenés, avec d'autres organisations comme les mutualités, les choses, etc. Et tout. Alors, mais lui, je n'ai pas senti qu'il avait un ressentiment pour ces Belges-là. C'est un homme, je vous dis, quand on est bon, on oublie, on pardonne. On pardonne. Mais je ne crois pas que je le voyais en train de vilipender les Belges ou quoi. Non, ça, ce n'était pas son caractère. En fait, une autre version de ce que vous avez vécu en 45-46. Donc, en dépit des souffrances, on reste toujours dans sa ligne de conduite. Il est dans sa ligne de conduite. Et croyez-moi, je ne flatte pas. Ce que je dis là-bas, ça vient de mon cœur. J'ai vécu avec cet homme comme ça. Ses membres de pas faible de témoigner. Moi, j'entrais chez lui quand je veux. Et lui, pour autant qu'il pouvait passer là où j'étais, il venait et il n'y avait pas de protocole, il n'y avait pas de choses. Tellement il était simple. Parce que, bon, il n'est pas donné à tout fils de Kimbangu d'être simple. Hein. Mais celui-là, au moins, c'est le seul que j'ai connu. J'ai connu son éminence Diangenda, qui était le représentant légal des choses, puisque j'étais un chef de corps, une autorité, président de l'Assemblée. On se rencontrait dans tout, mais je n'ai pas eu avec lui les rapports que j'ai eu avec son grand frère Charles Kisolo Kele. C'est pour cela que je me limite à témoigner sur Kisolo Kele. C'est normal. Est-ce que Papa Kisolo Kele, vous parlait-il de ses frères, Papa Diangenda, Papa Dialongana qui était en Kamba, et dans quelle manière il vous en parlait? Bon, en tout cas, chez lui, je n'ai pas senti... Je ne vais pas dire qu'il était fermé. Là, je contredirais tout ce que j'ai dit puisqu'il est abordable, etc. Mais des problèmes de ce genre, nous n'en avons pas discuté souvent. Hein? Je savais très bien qu'il est l'aîné, que ce n'est pas lui qui a l'église en main,
c'est son frère qui était chose, mais je n'ai jamais senti qu'il y avait quelque chose entre les deux. Ça, je n'ai pas senti. Je n'ai pas senti. Donc, je ne sais pas vraiment vous répondre là-dessus. Merci, honorable. Vous nous aidez à comprendre de plus en plus. Fidèles téléspectateurs, nous sommes sur ce plateau avec l'honorable André Boboliko qui répond à nos questions, à vos préoccupations pour nous permettre de connaître de plus en plus ce qu'a été Papa Kisolokele, en dehors de ce qu'il a été dans l'église Kimbangis, mais il a été politicien. Il a œuvré pour ces pays, il a été à la table ronde, il a été ministre au travail et à la prévoyance sociale, ce qu'on a appelé à la fin de ce ministère est devenu travail et prévoyance sociale. De Kimbangis, puis son fils l'avait remplacé. Oui, son fils l'a remplacé. Il a été aussi à l'INPP. C'est ça. Alors, tout au long de son parcours politique, tout au long de vos rapports, quelle image, en fait, retenez-vous de cette personnalité? Eh bien, je crois vous l'avoir dit là, peut-être un peu d'une manière rapide. Mais, sa vie d'homme politique, sa vie de dirigeant, même disons un dirigeant économique et tout cela, eh bien, pendant toute sa vie là, il a montré l'amour qu'il avait pour le prochain. Ça, c'est très important. Je le dis par rapport à notre situation actuelle. Des gens comme ça qui placent l'intérêt général avant leurs propres intérêts, parmi nos dirigeants, maintenant, ils sont rares. Au moins à l'époque, nous, on pouvait se targuer d'en avoir. Je vous ai dit, lui, par exemple, était un de mes modèles. Plus âgé que moi, etc. et tout, mais on pouvait dire, voilà comment il mène sa vie. Moi, en tout cas, je voudrais suivre son exemple. Et alors, comme je vous ai dit, parce que maintenant, moi, comme je continue en politique, la lutte que nous allons mener maintenant, c'est qu'on arrive à ce qu'on ait des dirigeants de ce que je vous ai dit tout à l'heure là, du pouvoir service. C'est-à-dire, vous accédez au pouvoir, surtout maintenant avec les élections, que vous sachiez que vous êtes là pour rendre service à la population qui vous a élu et non pas le contraire. Eh bien, lui, comme je vous ai dit, on peut dire aujourd'hui que c'était dans sa carrière politique, il était quelqu'un qui travaillait qui était dans le pouvoir service et non pas le pouvoir intérêt, parce que le contraire de cela, c'est le pouvoir intérêt. Malheureusement, de nos jours, c'est le pouvoir intérêt qui semble prendre le dessus. Et le pouvoir intérêt semble prendre le dessus à cause d'une fausse valeur qu'on a introduite dans notre pays, qui est l'argent. C'est l'argent maintenant qui devient la valeur première, si vous voulez, pour le Congo, pour les dirigeants du pays. On fait la politique pour s'enrichir. Et ça, ce n'était pas toujours le... Il y en avait aussi, j'avoue, mais ce n'était pas toujours le cas, puisque je viens de vous dire, un homme comme Papa Charles Kisolokele, je ne sais pas s'il faisait la politique pour s'enrichir, sinon tout le monde aurait vu qu'il s'était enrichi. Non, il a continué sa vie comme par le passé. Il s'est contenté de ce que l'État lui donnait et n'a jamais, cherché à avoir plus que ce que l'État donnait. Donc c'est ça qui est chose. Et puis aussi, il faut vous dire aussi, parce que je parle de lui par rapport à notre situation actuelle, parce qu'aujourd'hui, le danger c'est quoi? Le danger c'est que la vérité n'est plus dite. Beaucoup de choses, vous voyez, s'il y a beaucoup d'interrogations maintenant dans les gens, c'est parce qu'il y a plus de mensonges que de vérités. Or, des gens comme Papa Charles Kisolokele, lui, c'était un homme de vérité. En tout cas, je ne l'ai jamais vu parler en l'air comme ça pour embrouiller les choses ou quoi, non. Ce qu'il disait, ce qu'il pensait, si c'était bien, on suivait. Quand ce n'était pas bien, on discutait, on corrigeait. On arrivait à un compromis. Et or, aujourd'hui, surtout avec les médias maintenant, tout le monde veut se faire voir. Eh bien, quand il est devant... Exactement. Alors, donc c'est comme ça que... Mais, une personnalité comme celle dont nous avons parlé ici, puisque je l'ai vu, moi je l'ai connu déjà âgé. Mais en tout cas, jusqu'à sa mort, je ne crois pas qu'il ait changé dans ceci ou cela, ou bien qu'il a pris un comportement qui soit tel que... contraire à ce qu'il avait avant. Tandis que maintenant, évidemment, il me faut le temps. Si nous nous voyons dans 5-6 mois,
je pourrais vous répondre à cette question. Merci, honorable. Oui. Papa Charles Kisolokele a dirigé le ministère du Travail. Il a été à l'INPP. Aujourd'hui, vous êtes encore dans ces méandres-là. Quand vous faites une comparaison, c'est vrai, les circonstances ne sont plus les mêmes, mais la façon de faire, croyez-vous qu'on puisse aujourd'hui chercher dans ces greniers Kisolokele pour trouver de quoi donner à ces ministères, à l'INPP, pour qu'on puisse faire mieux que ce qui a été déjà fait? Bon, parce que le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que nous, qui sommes encore, comme vous l'avez dit, en fonction, que tout le monde sache ce qu'il doit faire. Que nous ayons, si vous voulez, une ligne de conduite. Si aujourd'hui au ministère du Travail, il y a une dame là-bas maintenant, si à l'INPP il y a un ADG ou quoi là, si ces gens disent nous allons travailler pour le prochain, hein, je dirais c'est plus quand ils commencent par dire nous avons l'amour de Dieu, parce que quand on a l'amour de Dieu, on a forcément l'amour du prochain. Je ne vois pas celui qui va aimer Dieu et haïr le prochain. Bon, si les gens disent comme ça et qu'ils placent l'intérêt général, notre problème maintenant c'est ça. L'intérêt général n'existe presque plus. Ça, je le dis tout haut et vous m'entendrez le dire ailleurs. L'intérêt général, si les gens sont pour l'intérêt général, on arrivera à ce que vous souhaitez là. On arrivera facilement, même aujourd'hui. Mais il faut que les gens se déterminent à suivre une ligne de conduite, à suivre une voie qui n'est pas celle dans laquelle se trouve la majorité maintenant. Honorable, nous avons longuement parlé de Papa Kisolokele. Acceptez que je pose une autre question. Papa Kisolokele est le fils de Papa Simon Kimbangu. Vous avez connu les Kimbanguistes, vous avez connu son fils. Mais quelle image faites-vous de Papa Simon Kimbangu en soi? Eh bien, ça je dois vous le dire. Ne fût-ce qu'à travers le fils. Donc je peux dire maintenant parce que j'ai vu les gens qui ont souffert pour le suivre. Hein, et puis j'ai côtoyé un de ses fils et le fils aîné. Eh bien, ça, je dois vous dire que c'est... Je m'excuse du terme, mais moi je peux dire que c'est un grand envoyé de Dieu, ça c'est clair. Donc, vous voyez, donc là, c'est chaud à travers ce que j'ai vu à la base, à l'époque où j'étais jeune, à travers ce que j'ai vu en côtoyant un des fils, parce que c'était quand même un peu, il avait l'image de son père. Son père, alors là, je peux dire aujourd'hui que c'est que le père était plus que tout ça, il incarnait plus que tout cela. Honorable, sans trop pénétrer dans la situation actuelle de l'église kimbanguiste, mais en tant que tel, qu'aimeriez-vous voir devenir l'église kimbanguiste? Ben, je vous ai dit que depuis le Luabour, enfin Kananga aujourd'hui, oui, nous avons parlé de Luabour alors que c'est Kananga aujourd'hui. Je vous ai dit que je m'étais convaincu que l'église Kimbangu était une église congolaise au même titre que les deux autres. Donc pour moi, c'était déjà devenu une très grande église. Alors ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que il y a un peu le petit parcours que moi j'ai suivi en observant cette église. Je voudrais que tout le monde pense à ceux qui ont fondé l'église, aux premiers fidèles qui ont souffert, nous venons d'en parler. Je crois que si on voit ces deux côtés, le fondateur lui-même, et ensuite les souffrances des premiers fidèles, les relégations, enfin tout ce qu'ils ont subi et comme souffrance, je crois que chacun pourra modérer un peu sa position de telle sorte que l'Église soit cette Église-là qu'a voulu le Papa Simon Kimbangu, et que ce soit une Église qu'elle reprenne sa place dans l'échiquier du monde religieux du pays. C'est-à-dire une très grande Église, personne ne doute aujourd'hui de son importance, mais que tous les dirigeants puissent mettre un peu de l'eau dans le vin pour que la situation, que l'Église puisse continuer sa lancée en avant.
nous devons conclure avec Papa Kisolokele, mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur sa vision politique, aussi bien pour notre pays que pour l'Afrique? Je crois que c'est simple chez lui. Et c'est en cela que nous nous retrouvions facilement. C'est un de ces dirigeants politiques qui voulait que tout commence par notre propre effort. C'est-à-dire, si nous voulons que le Congo marche aujourd'hui, ce n'est pas en entendant ce que l'extérieur va faire chez nous, puisqu'ils promettent beaucoup de choses, mais très souvent ils ne les réalisent pas, ou bien ça sera avec beaucoup de conditions qui seront peut-être, qui ne seront pas réalisées. Mais lui, pour lui, c'était d'abord, il faut compter sur nos propres efforts, que ce soit sur le plan intérieur du pays, que ce soit même sur le plan africain. Les idées, c'était celles-là. Nous devons bâtir notre propre... C'est à nous-mêmes à bâtir notre pays et aux Africains aussi à bâtir l'Afrique. Et je crois que ce sont des choses que nous devons retenir, et surtout à l'heure actuelle, parce que beaucoup de nos dirigeants maintenant, quand ils vous parlent de l'avenir du pays, ils se basent uniquement sur ce que les autres promettent. Sur ce que les autres promettent. Or, ça, je ne sais pas si nous pouvons être vraiment sûrs que tout cela va se réaliser. Mais par contre, si nous mettons le monde au travail, nous mettons les Congolais au travail, commençant par l'agriculture, enfin là je vous donne mon point de vue, commençant par l'agriculture, et ce que généreusement Dieu a mis à notre disposition, nous avons des sites, un tourisme, beaucoup de choses que nous avons, si on commençait par les exploiter, nous pourrons avoir la plupart des moyens qui nous font des votes pour pas tellement beaucoup d'investissement. Nous devons vous remercier, honorable, pour la disponibilité. Vous avez mis votre temps à notre service pour répondre aux préoccupations de téléspectateurs. Mais voudriez-vous nous faire honneur de conclure cette émission? Je crois que la conclusion aussi est simple. Moi, je crois que c'est une télévision d'une église, l'église chrétienne. Moi, je vous dirais ceci. Travaillons pour que les dirigeants s'imprègnent des valeurs chrétiennes. Parce que si nous partons des valeurs chrétiennes d'amour de Dieu, d'amour du prochain, du respect des engagements que nous prenons et de la parole que nous donnons, si nous appliquons tout cela, beaucoup de nos difficultés maintenant vont disparaître. Et puis aussi, soyons les gens qui disent la vérité. Vous savez, à travers les événements, nous avons connu les événements du Bas-Congo, maintenant Kayemba, Kinshasa lui-même, avec tout ce que nous avons entendu comme... tout cela, si nous disons la vérité, les choses pourront aller plus facilement. Mais si nous continuons à habiller ce que nous devons dire et tout cela et tout en cachant la vérité, nous risquons de ne pas avancer du tout. Et enfin, comme je vous l'avais dit, le respect de la vie humaine. Il faut que les tueries que nous connaissons à l'Est, à Kinshasa, qu'on a connues au Bas-Congo, qu'on connaît par-ci, par-là, que tout cela cesse, qu'on respecte l'homme et que les droits humains soient mis en avant. Et ainsi, nous contribuerons à assainir la situation et qui va permettre que nous avancions. Peut-on aujourd'hui mettre Papa Kisolokele sur la liste des combattants de la liberté pour notre cas? Il était ministre du Travail. Il a respecté les droits du travail. Il était à l'INPP où on apprenait aux gens, où on formait les gens, etc. Et tout. C'est ce que l'on demande justement. C'est qu'on se préoccupe des petits. Et lui s'est préoccupé du petit au ministère du Travail, etc. Et tout. Donc c'est un combattant de la liberté des masses. Merci honorable, merci fidèles téléspectateurs. C'est en se faisant petit qu'on devient grand.
fait, c'est comme ça que nous pouvons conclure ça. Papa Kisoloke l'a démontré, même quand on était dans tous ces états, lui savait devenir petit pour ramener et enfin on arrivait à une conclusion. C'est tout ce qu'on peut recommander aujourd'hui à vous qui nous suivez, à vous qui êtes responsables, à vous tous qui avez suivi cette émission. Nous vous disons merci et nous espérons que tout ce qu'on a eu à relever tout au long de cette émission comme qualité d'une personnalité qui a aussi vécu sur cette terre, dans ces pays, dans le même environnement que nous, peut être imité et faire aussi davantage pour qu'en soit enfin ces pays puissent trouver l'issue de se dire qu'on est sorti de l'auberge. Mais en attendant cela, que chacun se mette au travail comme il l'a demandé. Et c'est par le travail seul que l'homme peut se libérer. Vous savez, qu'on ne mange qu'à la sueur de son front, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Aimeriez-vous rester affamé? Non. Pour manger, il faudra travailler. Ainsi, nous vous recommandons le travail pour conclure cette émission. Au nom de toute l'équipe technique que nous remercions en passant, Sims Mantwidi, et au nom de Papa Jacob Kisolokele qui a assumé la coordination. Et aussi, nous remercions Papa Dieudonné qui nous a soutenus pour la réalisation de cette émission. Enfin, à mon propre nom, nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine. Merci honorable. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.